Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, c'est une des plumes les plus intenses de la littérature jeunesse française. Il la prête à un étrange flamand, un flamand noir. Insa Sané est l'invité du Grand Oral pour sa traduction du Black Flamingo de l'anglais Din Atta. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité dans les kiosques avec le dernier numéro d'Archéo. Il s'intéresse à un des rois stars des programmes scolaires, Henri IV. L'heure de la récré, toujours avec Emma, on va compter ses sous puisqu'on va parler argent de poche. Et puis enfin, rendez-vous avec Marie-Olivier qui suit dans son cours particulier l'exploration de dispositifs pédagogiques singuliers dans le monde entier. Direction aujourd'hui les États-Unis et la hip-hop pédagogie. Ça n'est pas sans lien avec notre invité. La quotidienne de School TV, c'est parti. Grand Oral. Beaucoup de romans interrogent la question de l'identité des ados, de l'identité des jeunes également, mais peu le font avec une puissance poétique aussi prenante que The Black Flamingo de l'anglais Din Atta. Il arrive dans les librairies en version française aux éditions Slalom sous la plume d'un traducteur d'exception, lui-même formidable écrivain bien connu des jeunes lecteurs. Il n'est pas que écrivain d'ailleurs, on le verra après, mais là en l'espèce écrivain Insa Sané. Bonjour. Bonjour. Super heureux de vous accueillir dans cette quotidienne. Peut-être que la meilleure façon de faire connaissance, c'est de lire, non ? Alors, allez, extrait. J'accepte l'invitation. Je suis le fruit. Je suis le fruit d'un hachis parmentier et d'un dimanche rôti. Je suis le fruit d'un poulet jerk et de feuilles de vigne farcies. Je suis le fruit d'un voyage à travers les papilles et je déguste la vie. Je suis le fruit d'un foyer qui a l'air brisé. Je suis le fruit de travaux inachevés, des heures près du téléphone dans l'attente qu'il m'appelle. Je suis le drapeau blanc agité sous le nez de la solitude. Je suis le drapeau arc-en-ciel et de l'Union Jack. Je suis le passeport britannique, une valise qui a connu des bornes kilométriques. Je suis le kérosène et l'eau de coco. Je viens de traverser l'océan, j'ai des rêves à gogo. Je viens de problèmes réels, de solutions superficielles. Je suis le fruit d'une imagination débordante qui parle à peine la langue. Je suis le fruit d'une éducation décente et d'une mère aimante. Merci Insa Sané. Quand vous lisez le livre, lisez-le comme ça, parce que c'est vraiment une... Non mais c'est vrai, parce qu'il y a tout dans votre lecture en fait. Alors, bon, il y a le fait que vous pratiquez le slam, vous avez écrit pour le rap aussi, mais c'est dans l'écriture de Din Atta. Qui est-il Din Atta d'ailleurs ? Alors, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. D'habitude, on échange un peu avec les auteurs quand on traduit leurs ouvrages. Enfin, moi, j'aime bien ça. On n'a pas eu le temps pour plein de raisons d'agenda. Alors, Din Atta, c'est son premier roman. Et ce qui est génial dans un premier roman, il est anglais. Il a des origines mélangées. Hein, exactement, il est chypriote, grec. Exactement, improbable. Ouais, et jamaïcain, c'est ça, si je me souviens bien. Exactement, voilà. Jamaïcain. Et ce qui est génial dans ce bouquin, c'est qu'on retrouve la fraîcheur d'un premier livre. On retrouve l'audace d'un premier livre. Et quand maintenant que j'ai plus de 20 ans de carrière au niveau de la littérature, eh ben, je cours toujours après cette fraîcheur. Cette énergie-là aussi. Voilà, cette énergie. C'est aussi Din Atta, une des personnalités LGBTQIA+, la plus influente au Royaume-Uni. Exactement. Et alors, c'est l'histoire où, d'ailleurs, on le voit un petit peu hein, sur la couverture. Et d'ailleurs, quand on ouvre le livre, il y a quelques plumes de flamand qui s'envolent. C'est pas moi qui ai prévu, hein, c'est vraiment dans le bouquin. C'est la naissance d'un drague, en fait. C'est ça, c'est la naissance d'un individu qui va se construire, comment dirais-je, au milieu d'un monde qui voudrait que tout le monde soit normé. Ça n'a pas été simple hein, d'accepter, faut pas croire que je l'ai fait en claquant des doigts. En fait, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est compliqué, c'est que tout porte à polémique. Quoi qu'on fasse, il faudrait faire comme la majorité voudrait. Il faut aller se battre contre les siens aussi. Il ne faut pas oublier que je suis d'origine sénégalaise. Mes parents étaient de confession musulmane, en tout cas ma mère. Donc, il faut se battre contre les religions, il faut se battre contre son propre avis, il faut essayer de ne pas s'auto-censurer. Et pendant que je découvrais le livre, eh ben, je me suis surpris à avoir également, comment dirais-je,
une forme de méfiance vis-à-vis des homosexuels, vis-à-vis de ces milieux, une méconnaissance également. Donc, être elle est un peu artiste, contre vous-même, une certaine façon. C'est courageux de le dire. Il y a un beau livre d'un autre Sénégalais qui a eu le prix Goncourt l'année dernière, Mohamed Bougarsar, qui parle. Alors, c'est pas dans le livre qu'il avait lu le Goncourt, qui est la liste secrète des hommes, si mes souvenirs sont bons, je fais tout de mémoire, il faudrait pas. Mais il avait fait un livre là-dessus où il parlait aussi, notamment au Sénégal, où vous êtes né, de ce rapport à l'homosexualité qui est juste. Et qui a été extrêmement mal perçu par le gros du public. Parce que le souci, c'est que tant qu'on tait ce qui se passe dans la vie, on fait comme si ça n'existait pas. Et on voudrait que ça n'existe pas. Mais le monde, il est tel qu'il est. Et ce monde, il n'a pas été fait en un jour, a priori. Et c'est ce qui est dingue aujourd'hui, c'est qu'on est censé être dans des pays civilisés. On est censé avoir, comment dirais-je, traversé les mondes obscurs. Et en fait, non, pas tant que ça. Et de pire en pire. Comment s'accepter, comment se faire accepter, question universelle de l'adolescence et pas seulement de l'adolescence, je me permettrai de rajouter. Elles sont au cœur de The Black Flamingo dont la version française vient de sortir. On va continuer à en parler avec Insa Sané. Ce sera Insa, si vous le voulez bien, juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour. Dans l'Anti-Sèche, aujourd'hui, vous nous parlez d'une figure emblématique de l'histoire de France, Henri IV. Et pourquoi vous en parlez? Eh bien parce que Archéo, le magazine, lui consacre son numéro d'octobre, avec ses belles bacchantes et sa collerette. Exactement, le bon roi Henri IV, comme on l'a surnommé, parce que son règne est vécu comme une promesse de paix pour le royaume de France, qui sort de 8 guerres de religion. Henri IV qui n'était pas du tout destiné à être roi de France au départ. Mais pas du tout. Henri de Bourbon, né au château de Pau en 1553. D'ailleurs, pour la petite anecdote, est-ce que vous saviez que pour sa naissance, Henri IV avait reçu une carapace de tortue en cadeau? Tout le monde sait ça. Mais évidemment, mais alors, la carapace de tortue... D'où l'expérience qu'on a ça d'abord, hein, à part de nous coincer dans tout le monde, là. Mais voilà. Donc la carapace de tortue, c'est un symbole de force. Et cette carapace a vraiment servi de berceau à Henri IV. Et elle est toujours visible au château de Pau, si jamais vous voulez y aller. Exactement. Et je ferme la parenthèse, mais c'est ça qui est génial avec un magazine comme Archéo, c'est qu'il rend vraiment l'histoire super ludique. Un cours ne pourrait pas forcément faire ça. Donc on apprend plein de choses avec plein d'anecdotes. Donc on revient à Henri IV. En effet, pas du tout destiné à être roi de France à la base. Lui est héritier du royaume de Navarre, dans le sud-ouest de la France, près des Pyrénées. Ce sont les possessions du roi de Navarre. En revanche, il est bien ce qu'on appelle le premier prince du sang. Tout à fait. Ça veut dire que si la famille royale venait à s'éteindre complètement, un peu le prince Charles de l'histoire, quoi. C'est lui qui deviendrait roi. Mais c'est pas du tout d'actualité à ce moment-là, puisque le roi de France de l'époque a de nombreux fils et il forme la famille des Valois. Donc comment accède-t-il au trône? Mais en fait, c'est une des conséquences des guerres de religion qui sévissent dans le royaume et qui opposent les catholiques aux protestants. En l'espace de 36 ans, il y aura 8 guerres de religion. Henri IV, lui, il est protestant. Il se marie en premières noces avec Marguerite, qui, elle, est catholique. Et c'est seulement quelques semaines après leur mariage qu'a lieu, en août 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy qu'on étudie tous au collège. Massacre car plus de 10 000 personnes meurent. Tous les chefs protestants sont massacrés, ce qui déstabilise énormément le pays. Henri IV échappe à ce massacre, mais il est condamné à rester à la cour du roi Charles IV et donc d'assister à la messe des catholiques. Et il ne le supporte pas, il finit par s'échapper de la cour pour rejoindre le sud du pays, et là il devient le chef des protestants. Oui, sauf qu'après un énième conflit, le roi se fait assassiner, et c'était le dernier des Valois. Qu'est-ce qui se passe? C'est donc au prince du sang que revient la couronne de France, et ce prince, c'est Henri IV. Et les catholiques acceptent ce roi protestant? Bah non, Henri IV finira par se convertir au catholicisme, et il sera sacré à Chartres en 1593. À Paris vaut bien une messe, à cette occasion-là qu'il prononce cette phrase, et c'est quelques années plus tard, en 1598, qu'est signé un des textes les plus importants du XVIe siècle et de l'histoire, d'ailleurs, l'édit de Nantes. Tout à fait, un texte qui accorde aux protestants la liberté de culte. C'est le texte qui rétablit la paix au sein du pays. La monarchie sort donc renforcée des guerres de religion, car Henri IV réussit à montrer qu'il peut dépasser les clivages confessionnels et imposer son autorité absolue. Mais la question religieuse restera très tendue, car moins d'un siècle plus tard, Louis XIV révoquera l'édit de Nantes et expulsera les protestants du royaume. Merci beaucoup, et pour en savoir plus, on lit Archéo. Vous connaissez la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Mais on devrait dire blanc, oui. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Comment ça? Parce que c'est gris. Couleur carapace en fait, de tortue. Mais non, il faut répondre gris. Parce qu'en fait, la couleur blanche n'existe pas chez le cheval. Mais si, même si la robe d'un cheval est blanc immaculé, il faut dire... Voilà. Ça, c'était pour la petite anecdote. On apprend tellement de choses avec vous. Emma, merci. On se retrouve pour la récré tout à l'heure? Oui, bien sûr.
Insa Sané, invité du Grand Oral pour parler de The Black Flamingo. C'est lui qui va faire la lecture, vous allez voir. Je lui ai dit, ça vous gêne pas si je fais un tout petit peu la lecture? Il m'a dit non, non, allez-y. Puis il a lu, donc maintenant je vais le laisser faire. C'est mieux que par moi, il n'y a rien à dire. Je suis le flamant noir. Le flamant noir, c'est moi. J'essaye de voler de mes propres ailes. Ce livre est un conte de fées. J'en suis le prince et la princesse. J'en suis le roi et la reine. J'en suis la méchante sorcière et la douce marraine. Ce livre est un conte de fées. J'y suis maudit et béni par les autres. Et à la fin, je suis la fée qui invente sa propre magie. Ainsi s'ouvre, merci beaucoup, ainsi s'ouvre The Black Flamingo de Din Atta qui vient de sortir, c'est chez Slalom, traduit donc et dit par Insa Sané. Si on vous le dit, c'est aussi parce que vraiment, d'ailleurs, vous pouvez voir, rien qu'à regarder la maquette, même de loin. D'abord, c'est une maquette qui est hyper dynamique. Il y a plusieurs registres de texte. Il y a à la fois des carnets sur lesquels Michael, le personnage, le narrateur, écrit de temps en temps un certain nombre de textes. Voilà. Et puis il y a, et vous le voyez à la maquette, cette prose qui est une prose très poétique. En fait, c'est pas des vers au sens où ça n'est pas forcément exactement versifié et ça ne rime pas forcément, mais ce qu'on appelle vraiment de la prose poétique. Une partie de l'histoire que vous avez accepté d'écrire. Alors vous dites, il y a une partie, ça a été compliqué pour moi de me coltiner à cette partie-là. Il y en a une autre, peut-être, ça l'est moins. C'est le déracinement. C'est quelque chose que vous avez vécu. Vous êtes né au Sénégal, oui. Vous l'avez rappelé. Vous arrivez à Paris à l'âge de 6 ans, à Sarcelles pour être exact. Exactement, à Sarcelles, dans ce qu'on appelle les grands ensembles. Et je découvre la France, je découvre une culture et une façon de vivre qui n'avait strictement rien à voir avec le Sénégal de mon enfance. Je découvre les portes fermées aussi, et puis je découvre que je suis noir, chose que j'avais pas... Qui vous avait échappé. Ça m'avait échappé quand je vivais parmi les Noirs au Sénégal. Et ça devait faire 2 semaines après mon arrivée. Mes parents acceptent enfin que je puisse sortir tout seul. Et comme en bon Dakarois, je m'éloigne un peu de l'appartement, un peu trop loin au goût de mes parents. Et je me souviendrai toujours de cette journée-là parce que je suis tombé nez à nez avec une famille. Je passais près de leur pavillon et puis un chien s'est mis à gueuler. Donc j'ai changé de trottoir et cette famille est sortie avec leur enfant. Ils m'ont attrapé et m'ont jeté dans les orties en me traitant de sale noir. C'est la première fois que j'entendais sale noir. Bienvenue en France. Et bienvenue en France. Wow. Et le souci, c'est que c'est pas... Si vous voulez... ce qui est dramatique... Pour bien redire les choses, vous avez 6 ans et demi à ce moment-là. J'ai 6 ans et demi à ce moment-là, je suis seul. Et ce qui est cruel, c'est que finalement, à cause de cette phrase, je vais me construire. À cause de cette phrase, il va falloir que je me renforce parce qu'il va falloir que je ne compte que sur moi. Vous êtes un peu bagarreur d'ailleurs, hein, j'ai lu qu'on vous surnommait Abondi. C'était qui Abondi? Abondi, c'est un lutteur de la Casamance, un lutteur célèbre de la Casamance dans mon enfance. C'est votre surnom quand vous êtes petit? C'est mon surnom. Un tout petit peu bagarreur peut-être. Exactement, mais quel choix on a? Soit on reste dans les orties, soit on se lève et on accepte de ne plus jamais y retourner. Et c'est un peu l'idée que ce personnage, Michael, va devoir affronter le regard des autres, se battre pour être lui-même. Ce qui est beau dans le livre, hein, si je puis me permettre aussi, c'est qu'il attaque Michael à 6 ans, ou 2 ans d'ailleurs, je crois, ça attaque même un petit peu avant, et on l'abandonne, l'histoire se termine, il est étudiant à l'université, il va même passer son diplôme, donc on le suit vraiment sur le long terme, et il y a des nuances subtiles dans sa façon de se regarder, d'être regardé par les autres tout au long de ces années. Vous, vos parents, donc lui c'est sa mère qui l'élève, et quelques beaux-pères, pas toujours sympathiques, ou avec lesquels les relations sont pas toujours simples. Vous, vos parents, ils voulaient aussi être médecins. Et mes parents, ils auraient préféré que j'ai un vrai métier. Ouais, c'est ça. Bah alors... Parce que artiste, c'est pas un vrai métier. Mais vous savez ce qui est hallucinant? Donc, ma mère, elle m'a fait la guerre quand je lui ai dit que je commençais à faire des chansons, à monter sur scène. Et puis, quelques années plus tard, je commence à avoir un tout petit peu de succès. Et je tombe sur un journaliste qui me dit, mais votre vrai nom me dit quelque chose. Parce qu'avant, j'avais un pseudo. Et il me rappelle quelques temps plus tard, il me dit, c'est bizarre, chez moi, j'ai une cassette avec d'un artiste qui s'appelle exactement comme vous, Insa Asingori Sané. Je pose la question à ma mère. Elle me dit, bah, c'est ton grand-père. Non. Je fais, mais comment? Mon grand-père est chanté et elle m'a pourri la vie. Enfin, on m'en a jamais parlé. C'est un journaliste. Le grand-père honteux, il était artiste. Ouais, c'est complètement dingue. Et en plus, vous portez son nom. Exactement. C'est une histoire complètement dingue. Vous allez commencer à écrire, monter des collectifs, il y a le rap, le slam, la littérature.
c'est quoi? Vous vous êtes mis à puncher avec les mots, c'est ça? Je me suis mis à être gourmand. Dans un pays où quand on est noir, on n'existe pas. Quand on est noir ou quand on est du nord africain, on n'existe pas dans la culture, on n'existe pas à la télévision, on n'existe pas dans les livres, on n'existe pas au cinéma, on n'existe pas au théâtre, on n'existe pas à l'opéra. Eh ben, j'avais soif d'exister. Et le fait d'avoir soif d'exister, je voulais exister dans tous les médias et pas juste sur la scène du rap. On n'existe pas un tout petit peu quand même. Si vous dites l'opéra, moi je pense aux Indes galantes, Ouais. avec Clément Cogitor, Bintou. Mon fils a chanté dans ce C'est pas spectacle. vrai. Qui est un spectacle Exactement. bouleversant. Vous avez été le voir, donc. Exactement, j'ai été le voir et j'ai eu des frissons. Mais rien que d'y repenser, j'ai des frissons. Exactement, Vous je savez sais qu'on le retrouve, je exactement. pense, sur Internet, ces Indes galantes mis en scène par Clément Exactement. Cogitor et avec c'est Bintou Dembélé, hein, Exact. qui a fait Exactement. toute la mise en scène C'est ça, des avec danseurs. le hip-hop et tout. Ouais. Et ce passage où ils battent des pieds, Voilà. c'est complètement... Et vous aviez tout l'Opéra tellement- Bastille, public quand même plutôt classique, qui était littéralement debout à chaque représentation. Exactement. On va se retrouver dans quelques instants. On va lire un autre extrait de The Black Flamingo, mais ce sera après la récré. Et la récré, c'est avec Emma. Emma, rebonjour. Rebonjour. Dans l'heure de la récré, on va parler d'un sujet dont se préoccupent beaucoup d'enfants, l'argent de poche. Pourquoi en parle-t-on? Eh ben, Vous faut-il avez encore ou lu les non journaux, vous donner de l'argent Eh de poche ouais. à ses enfants? L'actu lance le débat. Alors, il y a les enfants qui sont pour, bien sûr, on s'en doute. Pour Sacha, 16 ans, je reçois 40 € par mois. En ce moment, j'essaie d'économiser car j'aimerais me payer un stage de parapente. Il coûte 600 €. En général, je ne gère pas très bien mon argent, mais là, je me force. Pour Noah, 13 ans, l'argent de poche, ça m'a permis de faire attention. Ça permet de choisir par nous-mêmes, ça nous donne un peu de liberté. Bon, mais ils sont tous pour, les enfants, Mais l'argent pas de du poche. tout, Comment ça, figurez-vous. non Il y en a qui sont contre. Moi aussi, j'ai été étonnée. Alors, par exemple, c'est le cas de Naline, 13 ans. Je ne reçois pas d'argent de poche. J'en avais quand j'avais 8 ans. Je recevais 4 € par mois, mais je m'en servais pas. Quand j'ai besoin de quelque chose comme des vêtements, mes parents me les paient ou je l'achète avec l'argent reçu à Noël de mes grands-parents. Ou alors le témoignage de Pauline, mère de Gabriel, 15 ans, qui explique qu'elle met de l'argent tous les mois sur un compte épargne au nom de son fils, qui aura accès à ses 18 ans, et elle donne pas d'argent en plus. Torture. Mais moi, j'avais pas d'argent de poche, par exemple. C'est vrai? Non, je demandais à mes parents et ils disaient oui parce que... Ah, parce que, ah ouais, non, mais voilà, ok. Il y a quand même des nouvelles méthodes pour apprendre à gérer son argent quand on veut bien donner l'argent avant les 18 ans. Tout à fait. Alors, depuis le Covid, les parents ont tendance à dématérialiser l'argent de poche de leurs enfants grâce à des cartes bancaires d'un nouveau genre. Regardez cette image. Ça, c'est pas seulement un petit perroquet rigolo, c'est une carte bancaire. Alors, ça a l'apparence d'un porte-clés, c'est discret, mais c'est de plus en plus utilisé par les parents. Le principe, il est simple. On contrôle via une application combien on met d'argent sur le compte de son enfant. On peut aussi avoir accès à ses dépenses et l'enfant peut payer sans contact. Et on sait que l'argent de poche a la vertu d'être responsabilisante. C'est donc une bonne solution si vous voulez apprendre à votre enfant dès petit à savoir gérer ses sous. Mieux que ses parents. Non, pardon. Emma, merci beaucoup. Merci. Allez, on va continuer à parler de The Black Flamingo. Insa Sané. Insa Sané, invité du Grand Oral de la Quotidienne, il est écrivain, vous l'aurez compris, mais aussi slammer, rappeur, comédien, bref, c'est un amoureux des mots et les mots le lui rendent bien. Il vient de traduire The Black Flamingo de Dinata chez Slalom. Encore un petit extrait? Bah oui. Ça s'appelle Confiance en soi, parce que c'était en fait dans le livre, il y a des carnets que griffonne le personnage Michael depuis qu'il est tout petit, et ça alterne avec le récit de sa vie. Je porte un maquillage et des plumes, et j'espère être acclamé. Je t'évoque comme une métaphore. Je te donne du sens, oh flamant noir. Je me tiens là, dans ton ombre. Tu es mon costume, ma muse, ma prose et ma raison d'être. Ma poésie est mon but. Quand je suis nu, à vrai dire, je ne me sens pas digne d'intérêt. Un moment encore très émouvant de ce livre, vraiment, The Black Flamingo, c'est chez Slalom. On vous le conseille, vous l'aurez compris. Je crois l'idée aussi à l'intérieur de ce livre, c'est que la littérature aide le personnage. Ici, tu as un moment différent roman, dont le bizarre incident du chien pendant la nuit. Vous, est-ce qu'il y a des textes qui vous ont aidé quand vous étiez enfant, quand vous étiez ado, et notamment qui vous ont aidé à un moment donné à passer du lutteur qui est obligé de puncher parce qu'on l'a assigné finalement à être noir et à être victime de racisme, au slammer, au rappeur et à l'écrivain et au comédien que vous êtes aujourd'hui? Il y a un texte fondateur, c'est deux en réalité. Les châtiments
de Victor Hugo. Et puis Les Contemplations. Et j'avais donc toujours Victor Hugo, en fait. Victor Hugo, je suis tombé dessus dans la bibliothèque. Vous avez quel âge? J'avais 8 ans, j'ai rien compris du tout. Mais ça m'a pas empêché de kiffer. C'est comme une bonne chanson d'anglais, on ne comprend pas l'anglais. Ah, c'est vrai que je les comprends toujours pas, moi. Sinon, les filles, elles n'auraient pas dansé sur Like a Virgin. Ouais, donc finalement... Et les garçons non plus. Mais donc, il y a ce truc où on tombe amoureux du rythme, où on tombe amoureux de ces images et tout. Et je connaissais... Tout un été, j'avais appris par cœur tout le recueil de poésie des châtiments, des châtiments. Et je me suis dit, je veux écrire aussi bien que ça. Waouh, et c'est un peu par défi que vous vous mettez à écrire très jeune. Par défi et pour pécho des meufs aussi. Et alors? Ça a marché. Ah bah super. Un petit poème, zoom. Ceci dit, votre premier roman, c'est pas une meuf que vous l'envoyez, c'est Oxmo Puccino. Comment ça? Non, vous n'avez pas dit que vous aviez envoyé votre premier manuscrit, non pas à un éditeur, mais à un rappeur, j'ai lu ça. Ah non, c'était pas à Oxmo Puccino, je l'ai envoyé à mes producteurs. Ah, bah alors, il y a des bêtises qui traînent sur Internet, j'aurais dû vérifier avant. Mais oui, en fait, au départ, Sarcelles Dakar, ouais. C'était destiné à ouvrir un peu les œillères du monde de la musique. Il faut savoir que j'ai été signé chez MCA, ensuite chez Dash Music, et à chaque fois, on voulait pas me laisser faire la musique que je voulais en réalité. On voulait que je reste dans une case. Donc j'ai écrit ce manuscrit, je suis parti 2 ans au Sénégal, j'en avais ma claque des discours, oui, le format, il faut faire du tube, etc. Donc je suis parti 2 ans au Sénégal et à mon retour, j'avais un manuscrit et je l'ai filé à mon producteur et qui a adoré. Je lui ai dit, mais comment tu arrives à adorer un bouquin où il y a plein de mélanges, où on passe d'un registre de langue à un autre, où on passe d'un style à un autre et tu m'obliges à vouloir faire du rap. Toujours le même rap. Extraordinaire. Et ça va quand même donner le début d'une... Alors, c'est même pas une tétralogie, il y en a 5. On dit une pentalogie. Enfin, un truc en 5 épisodes, quoi. Une saga. Une comédie urbaine, tout comme il y avait la comédie humaine de Balzac, dont 5 volets, collection Exprime chez Sarbacane. Dernière question, écrire pour la jeunesse, pourquoi spécifiquement? Parce que vous n'écrivez pas pour la jeunesse, en fait. Moi, quand je vous ai lu, j'étais pas spécialement jeune. Et c'est une très belle plume, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans la littérature ado, on peut tout oser. Il y a non seulement une liberté, mais il y a un défi. L'idée, c'est vraiment... Parce qu'un adolescent, pour qu'il lise un bouquin, il faut vraiment l'accrocher. Il faut se lever tôt. Donc, si tu n'as pas le style, si tu n'as pas le rythme, si tu n'arrives pas à le saisir, si tu n'arrives pas à le remplir d'images, c'est mort. Donc il y a ça, ce qui m'anime, et puis en même temps la quête d'une société meilleure, faut l'avouer. J'écris aussi pour participer à la vie de la société, je suis pas là pour juger. Je mets juste... c'est des histoires d'ailleurs que vous racontez. C'est des histoires que je raconte, et puis chacun se fait son avis, mais l'idée, c'est de ne plus taire ces populations dont on ne parle jamais, les populations rurales, les populations urbaines, ces minorités, ces gens qui vivent des tragédies et qui pensent qu'ils sont seuls, et en fait, non, il y a plein de gens qui peuvent s'identifier à eux. Insa Sané, vous êtes en train de lancer une nouvelle série, on en parlera tout à l'heure. Je me dis, on est tellement content de vous avoir dans la quotidienne que vous allez voir Marie-Olivier qui fait la rubrique cours particulier. Elle a choisi un sujet qui est en adéquation avec tout ce que vous nous racontez. Emma, merci. Merci. Cours particulier, Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier, c'est notre rendez-vous avec la pédagogie dans le monde entier. Aujourd'hui, on va parler hip-hop dans la classe. Concept. Et direction les États-Unis. Exactement. J'allais dire évidemment, mais en fait, je crois que la France reste le premier producteur mondial de rap. Donc, deuxième producteur. Deuxième, bon, voilà. Juste après les Américains, mais ça fait des années qu'on est deuxième. Et dans tous les pays du monde, aujourd'hui, on écoute du rap français. Bah, évidemment. Ouais. En fait, on pourrait être premier. Bon, enfin, on va quand même aller aux États-Unis. Allez. Allons aux États-Unis. Le hip-hop, effectivement, c'est très connu à travers le monde et c'est l'un des genres musicaux, voire le genre musical le plus populaire aux États-Unis. Figurez-vous que le mouvement est né en 1973 dans le sud du Bronx, à New York, et que le mois de novembre sera désormais considéré aux États-Unis comme le mois de l'histoire du hip-hop. Et vous allez donc nous parler éducation et hip-hop, ce qui peut sembler un peu contre-intuitif, mais en fait pas du tout. Ouais, c'est vrai que les rappeurs américains ne sont pas toujours hyper tendres avec le système scolaire de leur pays, du moins avec l'éducation vraiment classique, comme Scarface dans son morceau Black Steel, ça fait
en traduisant, hein. Nos enfants sont éduqués par les ennemis, ils ne connaissent rien de leur histoire parce qu'ils n'enseignent pas cela à l'école. Et cela, c'est l'histoire des Noirs américains, sujet encore peu enseigné aujourd'hui à l'école. Oui, exactement, même si des écoles dont je vous avais parlé il y a quelques mois aux États-Unis, vous vous souvenez, essaient d'enseigner un peu plus l'histoire complète, inclusive, dont celle des minorités ethniques et raciales. Voilà, mais ces rappeurs, ils investissent quand même dans l'éducation des autres, comme par exemple... Par exemple, Dr. Dre, vous connaissez? Oui. Eh bien, avec J'aime bien Jimmy quand même me Iovine. prendre pour un- Moi, je préfère vérifier, on ne sait jamais. Très jeune. Il n'est pas sorti de la grotte, on va lui parler calmement. Alors Eh oui, bien, il vient d'ouvrir avec Jimmy Iovine un lycée à la rentrée Ah, ça, pour je que savais pas, les en revanche. jeunes apprennent les bases de l'entrepreneuriat. Donc ces rôles modèles de la culture hip-hop montrent la voie. Et ce n'est pas rien parce que la connaissance et la prise d'initiative font partie des fondamentaux du hip-hop. et donc ils utilisent le hip-hop en classe. Oui, exactement, dans leur école sûrement, mais dans beaucoup d'écoles plus classiques aussi aux États-Unis, et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, une prof de maths de lycée Cassie Crim dans l'Illinois s'est présentée aux étudiants en 2017 à travers une vidéo de rap. Donc elle a repris le morceau de Cardi B, Bodak Yellow, et ça donne ça. Ce sont des exposants, ce sont des ratios, ce sont des règles de puissance, de l'algèbre et un peu de trigonométrie. Je ne veux pas choisir entre tout cela et je dégaine vite pour vous enlever quelques points, alors ne prenez pas trop la confiance. C'est bien, c'est pas menaçant du tout. Éducation ok. positive. Certes, on peut remettre un peu les paroles en cause, vous avez raison Emmanuel, mais vous voyez bien l'idée, et c'est très original. C'est marrant, oui. Une prof de maths qui rappe. Ouais, Ça attire l'attention et puis ça peut donner aussi envie d'apprendre. Autre exemple. Autre exemple, à Détroit, un prof étudie avec les élèves les paroles de leurs morceaux de rap préférés pour analyser le vocabulaire et le contexte historique. Ou encore en Californie, à Pasadena, où un prof se sert du hip-hop pour comprendre les événements sociaux à travers un cours qui s'appelle Culture urbaine et société. Vous nous en dites plus sur ce cours? Oui, par exemple, ils ont étudié le morceau provoquant de Childish Gambino, This is America. Donc c'est l'Amérique. Hein. L'un des étudiants a expliqué son analyse. Je le cite, le rappeur s'appuie sur la valeur choc de la violence et capitalise sur l'engourdissement croissant de notre société. Avoir des corps noirs brutalisés, c'est de l'exploitation. Voilà, et donc tout ça, c'est de la hip-hop pédagogie. Ouais, c'est très sérieux. Le nom est consacré par des chercheurs spécialisés depuis 10 ans. Selon eux, le hip-hop a le potentiel de connecter les étudiants à des sujets, à des matières qu'ils auraient laissés pour compte en temps normal. Mais tout dépend, comme toujours, de comment c'est fait. Comment il y a des règles alors pour que ça marche? Il peut y avoir, les chercheurs conseillent par exemple aux enseignants d'utiliser le hip-hop vraiment dans son contexte historique et en lien avec la matière enseignée. Ça peut aller de l'étude d'œuvres de Shakespeare aux neurosciences. Les recherches depuis une dizaine d'années montrent que cette pédagogie peut développer l'esprit critique, les moyens d'expression orale, la maîtrise des technologies et les maths par exemple. Ça, c'est pour l'école primaire et secondaire. Ça continue en enseignement supérieur, j'imagine. Oui, alors évidemment, il y a plein de clubs de hip-hop sur les campus américains, mais ça va plus loin. Plus de 300 universités enseignent le hip-hop dans leur curriculum aux États-Unis. Par exemple, à l'université d'Arizona, vous pouvez prendre le cours études de hip-hop en matière mineure. Et si vous travaillez bien, cela vous rapportera 45 crédits et pas moins de 3 semestres de production de musique hip-hop, de langue et de cours d'histoire du hip-hop. Extraordinaire. Ça vous surprend pas tout ça? Vous connaissiez? Non, je connais, je pratique aussi. Vous faites des centaines et des centaines d'ateliers d'écriture. Et effectivement, je m'appuie souvent sur le rap, sur le slam, sur la chanson, sur la comédie. Et on a quand même un déficit au niveau de la confiance, au niveau du rapport au corps en France et de l'oralité. Et ça me permet, en travaillant avec des publics de primaire jusqu'à la fac, de les réconcilier déjà avec eux-mêmes et aussi de faire en sorte de créer une cohésion de groupe. Parce qu'on a tendance à l'école à individualiser chacun, ta note, etc. Mais on ne juge pas le groupe et le fait de fédérer le groupe, ça permet également à des individus de se révéler au milieu du groupe. J'ai une anecdote, c'était il y a en 2010, je crois, j'étais dans la région du Mans, à Maillé, et il y avait un jeune qui est devenu aujourd'hui un ami, qui était complètement effacé dans la classe et qui était un peu le souffre-douleur de la classe. Et j'ai décidé que ça allait être lui le chef de groupe et que c'était lui qui allait diriger l'enregistrement, c'est lui qui allait déterminer les rôles. Et ils ont dit, les autres disaient, mais on comprend pas pourquoi lui, machin. Et ben, il a pris son rôle à cœur et il a révélé sa personnalité. Et ça permet ça. Et ça permet ça.
Il y en a un autre qui a révélé sa personnalité, c'est vous, Insa Sané, à travers tout ce que vous faites. Artiste, c'est la façon la plus rapide de dire que vous êtes comédien, slammer, rappeur, écrivain, traducteur. Et traducteur, c'était le prétexte un petit peu pour vous accueillir. On cherchait une raison. The Black Flamingo d'Inata chez Slalom que vous avez traduit. Marie, merci beaucoup. Merci. Insa, merci beaucoup. Oui, vous lancez, j'ai plus mes notes. Les Argonautes. Les Argonautes, ouais, c'est ça. Je le fais de mémoire. C'est ça. Ça va être une super longue série, c'est ça? La première saison, c'est 5 tomes. Voilà. Et ça raconte les aventures de 5 gamins français d'aujourd'hui qui traversent le collège et qui vont il y aura un va-et-vient entre la rue, l'école et la maison. Et ce qui est assez original, si je comprends bien, c'est que on va les suivre vraiment depuis la petite classe. C'est ça. Jusque ce que vous en ayez marre, quoi. C'est ça, jusqu'au bac, quand c'est fini l'école et qu'on est dégoûté. Et qu'on devient rappeur, oh là là, aucun intérêt. Et qu'on doit gagner sa vie. Et qu'on découvre qu'on avait un grand-père qui faisait le même métier. Insa, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne, au maquillage Taï Sayad, en régie Marine Plantek qui a préparé l'émission, assistée par Roxane Sarfati. Au son, Thibaut Goury-Lafont, à la réalisation Axel Paulouz. Vous restez sur School TV. Et School TV, je vous le rappelle, School avec un Q. Et vous restez donc sur School TV. Et vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.